C'est mercredi, mesdames et messieurs, et mercredi, c'est WebPress. WebPress, l'émission qui reçoit des hommes et des femmes des médias, et avec eux, nous allons débattre, en tout cas, des temps forts de l'actualité. Nous avons 3 grands sujets aujourd'hui. Nous allons parler des retombées de la ville morte de ce lundi. Nous allons parler des consultations du chef de l'État et évidemment de la situation au Kasaï central. Aujourd'hui, nous avons un peu abandonné le Kivu, à l'est de la RDC, parce qu'aujourd'hui, l'actualité est bien centrée au centre. Voilà. Je suis avec Joël Cadet d'Impact News. Très heureuse de vous recevoir, Joël. Merci, chère consoeur, et merci d'avoir pensé à nous. Car je sais que vous impactez avec votre journal les unes qui font shit, qui font mal. Nous sommes aussi un peu lanceurs d'alerte. Je suis avec Eddie Kaniki, indépendant. Très heureuse d'être avec vous, Eddie. Je suis heureux également de retrouver nos amis téléspectateurs. Voilà, et avec Jean-Jeff Mwanza, journaliste indépendant, Vision Info. En tout cas, très heureux d'être encore avec nous. Très heureux aussi de me retrouver encore une fois de plus sur le plateau de WebPress. Voilà, très heureux. Nous allons parler de retombées de la ville morte, Kadendanga. Je sais que vous êtes maintenant habitué de la RTNC et cette chaîne nationale nous a donné un autre son de cloche. La ville était tout à fait normale, les gens vaquaient à leurs occupations, mais une certaine tendance. Moi j'ai d'ailleurs posté 2 photos dans un endroit similaire. Est-ce que les activités étaient vraiment débordantes ce lundi à Kinshasa? Bon, la première chose qu'il faut retenir, très chers consoeurs, en réitérant toute ma gratitude pour cette marque de considération et d'amitié que vous témoignez chaque jour, c'est ce qu'il faut retenir, c'est d'abord la définition. La ville morte, c'est quoi? Pourquoi est-elle programmée? Pourquoi est-elle observée? La ville morte fait partie des actions pacifiques dans la non-violence pour faire passer un message au pouvoir en vue d'obtenir tel ou tel autre but. Voilà ce qu'il faut retenir. Maintenant, il y a un émetteur du message et un récepteur. Mais ici, l'émetteur du message, c'est la population au travers de l'opposition qui voulait faire comprendre au président de la République, à la majorité présidentielle, qui est en train de bloquer le processus électoral, qui est en train de bloquer les retours à la constitutionnalité à laquelle on a mis fin depuis le 20 décembre de l'année passée, où le chef de l'État, président de la République, a achevé son 2e et dernier mandat constitutionnel depuis pratiquement le 20 février, où l'Assemblée nationale a également fini son mandat. Le 17. Depuis le 17 février, merci pour la précision. Donc, c'est donner un message que nous sommes en dehors conséquence. L'unique cadre qui nous reste, qui légitime tant soit peu les institutions actuelles et leurs animateurs, c'est l'accord de la Saint-Sylvestre. L'accord qui a été signé entre la majorité présidentielle, les signataires de l'accord du 18 octobre à la cité de l'OUA, et le rassemblement. C'est l'unique cadre. Alors, parce qu'on bloque, la majorité présidentielle a monté toutes les enchères pour ne pas mettre en application cet accord, étant entendu qu'elle n'a pas obtenu les petites ouvertures d'organiser les référendums comme c'est là leur objectif pour permettre au président de la République de briguer un énième mandat à la tête de notre pays, comme cet accord oblige à ce qu'il n'y ait pas référendum, comme cet accord oblige qu'il y ait élection cette année, comme cet accord interdit au président de la République de briguer notre mandat, ils ont mis en place un mécanisme de blocage. Et voilà, ce message a été lancé. Mais vous avez vu que sur toute l'étendue de la République, il y a eu, même s'il n'y avait que 2 boutiques fermées, même s'il n'y avait eu que 2 magasins fermés, dans la mesure où la vie économique a été ralentie, conséquence, le message devrait passer. Mais ceux qui disent que la ville morte n'a pas été observée par la population démontrent l'insensibilité qui caractérise notre classe politique ou notre classe dirigeante aujourd'hui. Face au malheur qui frappe la population congolaise, face à toutes les calamités que nous connaissons aujourd'hui, l'économie est pratiquement dans une situation très alarmante. La situation sécuritaire est implosive, la situation financière, ça ne va pas. Il n'y a pas un seul domaine de notre vie nationale qui marche. Alors, vous sentez que ces gens
semblent vivre dans un autre monde, sur une autre planète, où ils refusent de croire à la réalité. Et conséquence, ils disent que ça n'a pas eu lieu. L'objectif, c'est quoi? C'est dire que non, monter et descendre, c'est comme le chef de l'État l'avait dit à une période beaucoup plus dépassée, que le chien aboie, la caravane passe, la caravane peut s'arrêter, écraser le chien et continuer la marche. Voilà un peu comment je peux représenter l'image. Il y a une certaine opinion qui dit la ville morte et après. C'est la question que je vous pose. Ça, c'est l'UNC. Oui, et effectivement, je ne voudrais pas revenir ici sur tout ce dont Joël a fait allusion ici, les raisons pour lesquelles le rassemblement avait lancé ces mots d'ordre autour de la ville morte. Mais je voudrais seulement dire ici qu'il faut souligner que le rassemblement ne s'est pas adressé au PPRD, à la majorité présidentielle. Parce que vous vous souviendrez que Joseph Kabila, en 2011, il a quand même été élu. Le fait d'avoir été élu, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont derrière lui. Et tout ce monde-là ne sont pas concernés par le mot d'ordre lancé par le rassemblement. Et donc, il est tout à fait normal que ceux-là se retrouvent dans leur bureau, j'allais dire, ou alors qu'ils se retrouvent dans leur activité habituelle. Alors, pour cela, le mot d'ordre n'a pas été respecté et donc ils doivent dire que la journée ville morte n'a pas eu lieu. Mais seulement, ils doivent bien se regarder parce qu'autour d'eux, il y a également ceux qui croient au leadership du rassemblement. Est-ce que ceux-là, ceux qui croient au leadership du rassemblement, ceux à qui le mot d'ordre avait été adressé, est-ce qu'ils ont respecté cela ou ils n'ont pas respecté cela? Moi, j'ai dit oui, ils ont respecté cela parce qu'on a fait un tour au grand marché, on a fait un tour au marché Gambela, on a sillonné pratiquement la ville de Kinshasa, on s'est rendu compte qu'on n'a pas été buté aux embouteillages habituels. Et où est passé les embouteillages dans lesquels on s'embourbe tous les lundis, j'allais dire. Je la pose aussi à John-Jeff Mwanza. Ville morte et après. Quelles sont les retombées? Et après, la vie reprend ce mercredi, la ville a bien repris. Est-ce qu'il y a des retombées? Est-ce qu'on a senti l'impact? Oui, il y a des retombées, et je crois que Joël l'a un peu effleuré. Les retombées, c'est quoi? Les retombées, c'est le fait d'être écouté par votre vis-à-vis, votre interlocuteur. On n'organise pas une ville morte qui va donner ensuite de l'argent, mettre de l'argent dans les poches des gens. Non. Lorsqu'on organise la ville morte, c'est pour interpeller votre vis-à-vis, votre interlocuteur. Et je crois que puisqu'on en parle depuis hier, nous avons vu tous les ministres passer dans les différents médias pour dire que la ville morte a eu lieu ou n'a pas réussi, ça veut dire qu'ils ont fait cas à cette situation et donc le co a bien atteint la cible. Voilà. Jean-Jeff Mwanza, et après aujourd'hui, est-ce que la ville morte est encore d'actualité? Est-ce que on doit continuer avec cette méthode de ville morte à chaque fois? En fait, je pense que moi, je vais beaucoup plus parler des retombées, puisque c'est là où nous y sommes, parce que je ne peux pas m'attarder encore sur les raisons qui ont poussé le rassemblement à lancer ces mots d'ordre. Des raisons qui, à mon avis, n'ont pas la raison d'être, des raisons qui, à mon avis, n'engagent pas la population. Nous savons que ces derniers, ces politiciens du rassemblement ont lancé ces mots d'ordre tout simplement parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord au sujet des partages des postes, puisqu'ils ne seront pas nommés. Ils se disent, nous devons inviter le peuple dans la rue pour faire pression au pouvoir. Mais la ville morte, c'est pas appeler le peuple dans la rue, c'est juste le contraire. Non, je parle de l'ensemble, n'est-ce pas, de leur programme qu'ils ont lancé. En dehors de la ville morte d'hier, il y a également les mouvements de marche, les 10 par exemple. J'essaie un peu de généraliser, de parler de tout. Mais s'agissant des retombées, moi je ne vois pas de retombées de manière positive, n'est-ce pas, après une ville morte. Si ce n'est que l'économie du pays qui va, n'est-ce pas, connaître une chute. Ce n'est pas la première fois qu'on organise des villes mortes dans ce pays et ça ne date pas de c'est déjà sous Mobutu. C'est depuis 82. C'est depuis 82 que nous avons connu des villes mortes dans ce pays et ça n'a jamais fait que Mobutu parte. Ça n'a jamais fait que Joseph Kabila parte. Au contraire, nous sommes en train de tourner en rond. Aujourd'hui, les questions qu'il faut se poser sont celles de savoir est-ce que nous avons encore besoin de villes mortes pendant que le pays s'émeurt? Est-ce que nous avons encore des villes mortes pendant qu'elles n'ont jamais
apporter un changement, soit dans la direction du pays, soit dans la manière de faire des choses, les choses, n'est-ce pas, de la part des dirigeants, de la classe dirigeante. Aujourd'hui, le débat doit tourner autour, n'est-ce pas, de l'essentiel actuellement. Que demande le peuple? Que veut le pays? Qu'est-ce qui doit être fait pour que les choses évoluent? Il y a eu une ville morte hier, et aujourd'hui les gens... non, c'était hier. Et aujourd'hui, les gens ont repris, n'est-ce pas, les activités. Je comprends bien, il y a eu ville morte le lundi, le 3, et aujourd'hui, depuis hier d'ailleurs, les gens ont repris les activités. Au boulot, hier, l'autre a été pour la ligne, et après. Qu'est-ce que ça C'est la question. Est-ce que la ville morte est une stratégie obsolète, Jean? Non, madame, lorsque vous êtes... John Jeff l'a dit, il a dit on a commencé ça sous Mobutu. Mobutu n'est jamais parti. On a fait sous Kabila, au moins c'est la 4e ville morte ou 5e. Kabila est toujours là. Est-ce qu'on doit continuer avec ces stratégies? C'est lorsque vous êtes dans un environnement dictatorial qu'après il ne peut rien y avoir. Si nous étions dans un environnement démocratique, un chef responsable, un président de la République qui comprend les choses, un chef du gouvernement responsable, un gouverneur responsable, aurait évalué le manque à gagner que l'on peut connaître dans une ville morte sur toute l'étendue du pays. Sur le plan économique, on a perdu combien? Sur le plan des entrées dans la caisse du trésor public, on a perdu combien? Lorsqu'on s'imagine ce qu'on peut avoir perdu, c'est là qu'on va ressentir les coûts de la ville morte. Mais lorsque vous êtes dans un environnement dictatorial, c'est l'environnement dictatorial qui peut résumer la manière dont parle mon confrère. C'est-à-dire, vous aurez 5 villes mortes, 50 000, il n'y aura rien. Parce que vous êtes en face d'un dictateur. Si vous êtes en face d'un démocrate, il comprendra que, écoutez, il ne faudrait pas que ces actions se multiplient. Je dois négocier avec l'opposition, je dois négocier avec les syndicalistes qui lancent de grève. Pourquoi on lance la grève? À quelle incidence sur l'entreprise ou sur le pays? Vous avez les trésors publics. Ces jours-là, par exemple, le Transco n'a pas travaillé hier, les magasins n'ont pas ouvert. Alors, tout cet argent, qui va remettre cet argent dans le trésor, l'argent qui devait entrer hier? Les taxes et les redevances connaissent une baisse. La conséquence sur les trésors publics. Voilà, ville morte et après, c'est qu'on a perdu de l'argent qui devrait entrer dans le compte du trésor. Je pense que Joël pardon, il y a des gens qui disent, et bien sûr, ces pertes-là ne vaut pas les pertes qu'on a sous la corruption, les dépenses, comment on appelle ça, les fraudes, la corruption, le coulage des recettes, tout ça, une ville morte n'équivaut pas du tout à ce que nous perdons. C'est de ça dont je parlais ici. Est-ce que nous sommes à l'heure où nous pouvons parler de villes mortes lorsque notre économie ne nous permet même pas d'avoir un budget de 10 milliards? Est-ce que nous pouvons parler de villes mortes aujourd'hui lorsque nous savons que nous avons, n'est-ce pas, une corruption qui a atteint un niveau incroyable dans ce pays? À ce stade, je ne pense pas que nous pouvons encourager des villes mortes. Il faut plutôt encourager les gens à travailler. Une journée sans travailler, ça rend, n'est-ce pas, le pays, je ne sais même pas comment je peux dire ça. Madame, je vais intervenir en disant que notre débatteur en face est en difficulté parce qu'il est en train de dire que notre économie est en déliquescence. Vous n'allez pas me dire que c'est la journée ville morte d'hier qui a mis notre économie dans cet état-là. Il demande à ce qu'on puisse demander au peuple d'aller travailler. Même alors, lorsque le peuple se rend à son travail, mais tout ce qui découle de ce travail-là va dans les poches des gens. Donc, on va combattre ça avec une ville morte. Un instant. Je suis en train de démontrer ici que ce n'est pas la ville morte qui a mis l'économie de notre pays dans cet état. La ville morte vient par contre pour pouvoir, pouvoir amener ceux qui dirigent justement ces pays à se réveiller, de sorte que nous puissions entraîner notre pays vers le développement. Comment vont-ils nous écouter si on ne passe pas par des actions de revendication et tout le reste? Comment était-ce une première action? Puisqu'il y a eu plusieurs actions, Joël a dit ici que ces actions sont entendues lorsque vous êtes devant un démocrate. Nous avons une classe dirigeante qui aujourd'hui se fait passer pour une dictature. Est-ce qu'on peut multiplier des actions qui ne seront pas entendues? Mais vous savez maintenant la conséquence c'est quoi? Lorsque les gens mettent des actions non violentes, vous ne les entendez pas.
qu'est-ce que la classe dirigeante est en train de préparer? C'est préparer les gens au djihadisme, c'est préparer les gens à l'extrémité, c'est préparer les gens à la violence. Voyez qu'aujourd'hui, par exemple, madame, troisième larron, sortira de nulle part. donc vous comprenez. Voyez maintenant aujourd'hui, Nemanda Semi, Kamuna Sapou et Niele peut appeler des jeunes gens qui sont dans le désespoir total et leur dire que vous allez consommer 3 fourmis et dès que vous les avez consommées, vous devenez invulnérable. Et attaquez-vous à la CNI, attaquez-vous. Voilà un peu ce à quoi la classe dirigeante est en train de préparer. On fait l'apologie de la violence parce qu'on ne peut accéder à des hautes fonctions dans ce pays, ne peut avoir accès aux médias publics ou aux médias proches du pouvoir qu'un Roger Lumbala, quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a massacré, quelqu'un qui a violenté, qui a permis que les femmes soient violées. Voilà quelqu'un à qui on donne. Quelle est la leçon pédagogique? Même Gédéon Kyungu qui a créé. Même Gédéon Kyungu. Vous voyez un peu la leçon que la Kabylie, que la majorité présidentielle est en train de présenter, c'est-à-dire tous ceux qui procèdent par des actions non violentes, ville morte, marche pacifique, incitives, tous ces gens-là, on doit les arrêter, les amener soit en prison, les juger, les condamner, les tuer. Alors, quelle est la leçon qu'on est en train de donner? C'est que cette classe politique, cette classe dirigeante est en train de pousser la population à l'extrémité. Cela me pousse directement à aller au Kassai, parce que nous avons parlé de Kamuna Sampou. Kaniki, en tout cas, la situation est en train d'être... les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. Chaque jour, on se réveille. En tout cas, les infos sont alarmantes, pessimistes. Plus de 23 fosses communes, en tout cas, découvertes par la MONUSCO. Les appels sont alarmantes depuis le Kassai, les amis qui nous appellent, nous sommes terrés comme des rats ici, les jeunes sont abattus. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Qui commet cela? Parce qu'il y a des sources vraiment, des informations discordantes. L'armée dit, nous ne tuons pas, c'est eux-mêmes, ces rebelles qui tuent pour rejeter la faute à l'armée nationale. Donc c'est toute une confusion. Alors vous, en tant que journaliste, comment stopper cette situation au Kassai? Madame, on va pas... Parce qu'on a peur que le Kassai central devienne le Kivu aujourd'hui. Plus de 20 ans que le Kassai est déjà devenu presque les Kivu, parce que quand on commence à dénombrer déjà plus de 23 fosses communes et tout le reste, on n'est pas loin en tout cas du Kivu. Je disais donc qu'on ne va pas revenir ici sur la chronologie de faits. Nous connaissons en tout cas, nous tous ici, comment est-ce que cette histoire du Kassai avec Kamuna Sampou a pris ses débuts. Oui. Mais en tout cas, ici nous devons, madame, établir les responsabilités. Je l'ai toujours dit et je ne le dirai jamais assez, nous avons dans ce pays des autorités, des responsables, en qui nous avons confié, je ne veux pas dire notre âme, mais en tout cas en qui nous avions confié notre vie, notre destin. Ils ont en charge la sécurité. C'est ça, nous avons confié notre vie. Et donc, que ce soit Kamuna Sampou qui sont responsables, que ce soit la police ou l'armée, moi je crois que les responsables politiques de ces pays ici sont encore plus responsables que tout ce monde-là, parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce qui est leur devoir, c'est-à-dire trouver une solution pour arrêter le mort que l'on retrouve dans le décompte au niveau du Kassai. Moi je me pose d'ailleurs la question, jusqu'à ce jour, pourquoi on n'a pas encore décrété un deuil national? Parce qu'on est en train de couper les têtes des gens. Nous avons eu écho dernièrement qu'on a coupé la tête de plus de 30, et même de la femme de l'administrateur, plus de 30 policiers. Qu'est-ce qu'on attend pour déclarer le deuil national? Le deuil national, par exemple. Il faudrait qu'un musicien meure aujourd'hui et puis on dit deuil national de 3 jours. Ça, c'est la question que moi je me pose. John Jeff Mwanza, les images, nous revenons, nous sommes journalistes, c'est la question que je vais poser à tout le monde. Les images que nous voyons sur le net sont-elles réelles? Parce que ça donne froid au dos aujourd'hui de voir des femmes, des enfants décapités. On dit que ce n'est pas notre culture, la décapitation. Ça vient d'où tout ça, cette culture de décapitation? C'est la question que je me pose encore aujourd'hui. Personnellement, depuis que cette histoire de Kamuna Sampou a commencé, je n'ai jamais dit un mot parce que je me sens tellement touché. Ça aurait dû être moi-même qui s'est trouvé sur le sol du Kassai. Je pouvais aussi être décapité comme les autres parce que c'est chez moi. Ma mère s'y trouve. J'ai même parlé avec elle hier au téléphone. Elle me dit nous sommes dans les cachettes. Dans les savanes, dans la forêt ou dans les maisons? Il y a ceux qui sont dans la bourse, il y a ceux qui se sont enfermés dans les maisons, ça dépend.
Est-ce que c'est vrai qu'on est en train d'arrêter les jeunes dans chaque maison? Est-ce que ce ne sont pas des rumeurs? Est-ce que vous avez posé la question à maman pour savoir est-ce que les jeunes Kassaïens sont arrêtés arbitrairement? En fait, moi je ne veux pas ici chercher à juger si c'est fait de manière arbitraire ou soit c'est légal, parce que je ne suis pas sur terrain et je ne sais pas pourquoi on les fait. C'est peut-être parce qu'il y a ceux qui sont enrôlés dans ces mouvements, des éléments de Kamwina Nsapu pour pouvoir, n'est-ce pas, s'aimer des troubles. Ma mère m'a dit, nous nous cachons parce que les Kamwina Nsapu tuent les gens. Mais les Kamwina Nsapu dit, eux, ils s'attaquent comme symbole de l'État, ils voilà, pas la population. Et maintenant ici, moi je demande à ceux qui ont en charge, n'est-ce pas, la sécurité de l'État, ceux qui ont en charge, n'est-ce pas, la sécurité du territoire national, de pouvoir faire leur travail. Ça fait mal. Le peuple kassaïen est connu comme un peuple de paix. Depuis ma naissance, ces histoires ne se sont jamais passées là-bas. On a envoyé Lumumba au Kasaï, Kalonja a refusé. Parce que on ne pouvait pas tuer Lumumba au Kasaï. Nous ne sommes pas habitués à ça. Mais lorsque le Kasaï est aujourd'hui confondu à l'est de la République démocratique du Congo, qui a toujours été considéré comme bastion, n'est-ce pas, du crime, ça fait mal. Nous savons qu'il y a, et dans la majorité, et dans l'opposition, des gens, exactement, qui entretiennent soit les Kamwina Nsapu, soit les éléments de la police et de l'armée, pour pouvoir justement en tirer profit. Il n'y a pas longtemps, on a entendu qu'il réclamait la primature. Il y a deux gens qui tirent des ficelles, qui se regardent dans les yeux pour pouvoir trouver, n'est-ce pas, une solution à ce problème, parce que ça n'est de trop. Joël Kadé, on a dit les éléments de Kamwina Nsapu s'attaquent vous avez dit le mot m'échappe, au symbole de l'État. Mais on a vu des civils, plus de 23 fosses communes. Est-ce que... Qui fait ça? Parce que l'armée dit non, c'est pas notre rôle à nous. Nous, l'armée, nous ne pouvons pas tuer la population. Parce que est-ce qu'il y a des gens qui retournent la situation comme Mobutu à l'époque qui a tué des Français? Parce que la vérité aujourd'hui est connue. Mobutu avait tué les Français pour amener les Français à l'aider pour intervenir au Katanga à l'époque, au Chaba, pour la guerre du Chaba. Est-ce qu'aujourd'hui, les Kamwina Nsapu tuent les civils kassaïens pour amener la communauté internationale à réagir? On ne comprend pas. Qui a tué les deux experts, par exemple? Est-ce que c'est l'armée ou les Kamwina Nsapu? En fait, on ne sait pas comment les appeler aujourd'hui. Vous savez, madame, votre haute intelligence a toujours dans les questions les réponses suffisantes, et que même le temps que vous donnez pour répondre, ça ne sert à rien. Établissons les faits. Les faits sont là, particulièrement le lundi de la semaine passée et le mardi. Comment les choses se sont passées? Il y a 3 catégories de militaires qui sont identifiés, parlant soit le lingala, soit des langues étrangères, je ne vais pas citer les nationalités ici, et ceux qui se trouvent à l'instant même, non, ils dépissent hier, parce que moi j'ai un journaliste à Mweka, à Kananga, j'ai un journaliste à Chikapa, et j'ai un journaliste à Chimbulu, qui de temps en temps nous envoie les éléments. Vous avez posé la question à mon confrère, je le sens, il est tellement concerné par l'affaire, il est très ému, il ne saura pas établir le fait, et ces images sont authentiquement vraies. Ce ne sont pas des images fabriquées, montées, non, c'est pas monté. Et certains militaires, 4000, se retrouvent déjà dans un train vers encore Kananga, et qui sont de diverses nationalités, dont également les Congolais. Ces gens sont passés de maison à maison, porte à porte. Je donne le cas le plus probant, qui a été même diffusé, c'est celui du président de l'UNPC, M. Kasonga Chilunde. Ils sont arrivés dans la maison de son jeune frère, dont le père et la mère se retrouvent ici à Kinshasa. Il n'y a dans la maison que les jeunes sœurs et les garçons. Ils ont demandé de l'argent. L'argent n'est pas sorti et il n'avait que 2000 francs sur lui. Avant de donner, comme il n'en avait pas assez, les militaires ont demandé aux filles de fermer les yeux. Ils ont tiré à bout portant sur les neveux du président. Et de même, un de son jeune frère, président de l'UNPC, son jeune frère a été abattu avec sa femme, avec un enfant dans le ventre. Donc vous comprenez,
Et parmi ces gens, parce que nous avons un article qui va bientôt sortir, qui tue à Kananga. Exactement. On identifie, entre autres, certains de nos militaires dont les origines peuvent être plus ou moins douteuses, mais nous sommes une multitude de nationalités, on est une multitude de tribus, une multitude de langues, ça peut passer, mais on y dénombre également les Maïma et les Bakatakatanga des Gédéon Moutanda qui ont été dépêchés là-bas. Et le modus operandi ressemble exactement à celui qui se déroule dans l'est de la RDC et celui qui était effectué par Gédéon Moutanda, qui est aujourd'hui l'allié du pouvoir. Et ce sont eux qui coupent. Vous avez posé la question et puis vous avez fait un ralliement logique avec Mobutu qui avait tué les Européens pour le permettre, et c'est ce qui a été fait. Mais malheureusement, toutes ces méthodologies anciennes mobusiennes sont en train d'être reproduites aujourd'hui, mais malheureusement, ça va à tuer les innocents. Ce sont les innocents, les gens de Kamouina, ça c'est 3, 4, 5 jeunes gens qui opèrent à un instant, ils disparaissent dans la nature. Et ceux que l'on tue, c'est la population civile. Ces gens-là, on ne les voit pas, on ne les trouve pas. J'ai causé plusieurs fois avec mes correspondants qui sont sur place. Ils vous disent que derrière les Kamouina Sapou, tous ceux que vous voyez que l'on tue, ils ne sont pas des Kamouina Sapou, ce sont de gens, quand les militaires dans la stupeur, dans la peur. Et les opérations de la semaine passée, ceux qui sont en train de se dérouler maintenant, c'est la vengeance de l'armée ou de ceux qui ont été tués vers la population à cause des policiers qui ont été humiliés et tués à Kamouécha, dans le territoire de Kamonia à Tchikapa. Donc c'est une vengeance. Alors c'est là où nous disons, comme mon confrère l'a recommandé, que les responsabilités soient... Mais ce qui fait très mal, maman Paulette, laissez-moi vous appeler maman parce que ça touche au cœur, c'est lorsqu'il n'y a personne qui démissionne. Lorsqu'il n'y a aucune responsabilité. Sous notre cieux, de telles exactions, il a fallu que le gouverneur démissionne. Il a fallu que le ministre provincial de l'Intérieur démissionne. Il a fallu que notre ministre de la Défense nationale démissionne. Que notre ministre de l'Intérieur démissionne. Mais qui a dit qu'il a trouvé la solution? Chabari était allé là-bas, on a vu la cérémonie que... Non, il a cru trouver une solution, mais celle-ci n'a pas été trouvée parce que ça fait pratiquement 3 semaines depuis qu'il revient de Kananga. Mais on continue à tuer. Non, c'est le dédoublement. Vous voyez, c'est là où j'ai toujours dit, à la majorité présidentielle qui recourt toujours au métier. On fait la politique spectacle. On fait la politique spectacle. On veut que le chef voie, on veut que le chef voie que je travaille. Je fais venir la presse. Je recrute quelques jeunes, je le présente. Voici les éléments Kamouina Sapou. Et on leur dit qui ont pris la décision de cesser avec leur désordre. Tout ça, on acclame. Mais en réalité, les vrais Kamouina Sapou ne se sont pas rendus. Ils sont quelque part, ils continuent à opérer. Je pense qu'il se pose aussi un problème de la gestion des crises dans ce pays. Est-ce qu'on devait arriver là où nous sommes arrivés avec cette histoire? Est-ce que Kamouina Sapou devait être tué? Non. Est-ce que... Mais qui est l'instigateur? Qui a ordonné d'abord la mort de Kamouina Sapou? C'est ça le problème. Là, on le connaît. C'est ça le problème. C'est là où je me demande. Lui, il est libre. Il est libre. C'est là où je me demande. Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui entretiennent cela? Même parmi les ministres, parmi ceux qui sont au gouvernement. Il y a eu, n'est-ce pas, des tables rondes, il y a eu, n'est-ce pas, des conclaves, je dirais même, comment ils ont appelé ça, à Mani, à l'Est. Oui, avec le bazar communautaire, là où Vital était allé. Exactement. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas organiser aussi ça pour le Kasaï? Le peuple du Kasaï ne mérite pas ce qu'il est tenté de subir aujourd'hui. Je pense que si réellement on ne veut pas mettre fin à cette histoire, ça ne sera même pas la marche du 10 du rassemblement ou bien une rébellion qui viendra de l'Est qui va venir mettre fin à cela. Les Kasaïs vont se prendre en charge et les choses vont se passer. En fait, c'est là où je voulais en venir parce que nous vivons dans le net, moi j'ai pas honte de le dire, les informations nous le trouvons sur le net. J'avais fait une petite remarque aux Kasaïens, nous sommes tous Congolais, mais ces derniers temps, tous les Kasaïens ne parlent que Chiluba sur le net. Oui, alors je leur ai dit, moi Paulette Kimoutou, je ne suis pas Kasaïenne, mais je suis Congolaise, je ne comprends pas les Chiluba. Quand vous donnez vos messages comme ça, nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas relayer. Ayez l'amabilité
de traduire pour nous les non-Kassaïens. Quand vous avez un message, ce combat-là est un combat national. Aujourd'hui, c'est vrai, est-ce que c'est... Les Kassaïens ont l'impression qu'ils sont abandonnés, c'est maintenant un problème Kassaïen, ça nous... On nous a mis le nom Kassaï. C'est véridique. Moi, je me sens froissé parce que j'ai des amis qui sont Kassaï, qui ne veulent plus parler lingala, qui ne veulent plus parler français. Tout le monde parle comme Chiluba. Et moi qui ne comprends pas les Chiluba, comment je vais relayer ce message? Je pense que nos téléspectateurs prennent bien note de votre revendication, mais je voudrais quand même réagir à une question que vous avez posée ici. Vous étiez en train de poser la question de savoir qui est les responsables. C'est connu, selon une certaine... Madame, les responsables s'appellent le gouvernement. Les responsables s'appellent le gouvernement parce que la personne dont vous faites allusion là fut membre du gouvernement. Et lorsque un membre du gouvernement prend une décision quelconque, on suppose que c'est le conseil du ministre et donc le gouvernement a la responsabilité morale. Voilà pourquoi je disais tantôt que lorsqu'on répartit les responsabilités, que ce soit la police qui est responsable, que ce soit l'armée responsable des tueries, je vais dire, de l'armée ou des Kamala Sampou, c'est ça, la grande responsabilité morale revient sur la tête du gouvernement. Parce que d'une part, au cas où il s'agissait de Kamala Sampou, le gouvernement n'arrive pas à mater, on peut appeler ça une rébellion, n'arrive pas à mater une rébellion. Au cas où ce n'est pas Kamala Sampou, c'est plutôt la police derrière qui a des tireurs de ficelles. Encore une fois, la responsabilité revient sur la tête du gouvernement parce qu'il n'arrive pas à déceler qui sont ces personnalités-là qui sont en train de tirer les ficelles pour qu'aujourd'hui on dénombre plus de 600 morts. Voilà pourquoi je dis... Plus de 600 morts. Plus de 1000 maintenant. Plus de 1000. Je pense que Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui à la CPI, a fait, pas lui, mais l'affrontement avec les éléments de Ouattara, a fait moins de 1000 morts. Mais aujourd'hui, là, la CPI. Et ce qui se passe là-bas, au Kasaï, je ne sais pas si nous sommes tellement nombreux, plus que des fourmis, que 1000 morts ne représentent absolument rien, mais ce sont des âmes qui tombent. Donc il faut qu'aujourd'hui qu'on arrête avec la politique spectacle, qu'on se dise réellement qu'il y a un problème. Les Kamuna Sampou sont forts, puisqu'on n'arrive pas à mettre la main sur eux depuis plus d'une année. Donc on doit les rapprocher autour d'une table, parler vrai, parler franc, et résoudre ce problème de manière aussi définitive, ou soit il y a ceux qui se cachent derrière cela pour pouvoir conserver leur pouvoir. Nous allons terminer par les consultations du président de la République. Nous avons vu les images. Merci en tout cas à tous les reporters sur terrain, les reporters de Congo Web Télévision, Rachel Kitita, John-Jeff Mwanza, Stanim Boujakera. Grâce à vous, nous avons des images instant sur instant sur les nets. Nous avons vu des têtes, hein, le rassemblement, c'était d'abord ça le hic, est-ce que les rassemblements allaient y aller? Mais le rassemblement y est allé, on l'a vu, nous avons vu beaucoup de personnalités, mais le principal rassemblement reconnu n'y est pas. Alors, pourquoi cet imbroglio là? Pourquoi recevoir un rassemblement qui n'est pas reconnu? Madame Paulette, je crois qu'à un moment donné, je l'ai dit au chef de l'État à travers les médias, parce que je ne sais pas personnellement le voir, à un moment donné, il devrait agir comme garant de la nation. La situation est tellement grave, la situation est implosive. Nous avons parlé ici de l'économie, des finances, de la situation sécuritaire. La situation, ça ne va pas. Et qu'en tant que garant de la nation, au regard de l'article 69 de notre Constitution, il devrait aller au-dessus de la mêlée, à l'aide des renseignements qu'il a de l'ANER et consorts, désigner en tout acte le Premier ministre qui peut faire face avec le monde extérieur pour mobiliser les fonds, d'abord en vue de résoudre la crise sociale, la crise économique, parce que nous n'avons pas de réserves dans notre banque. Et conséquence, les dollars... La réserve de moins de 48 heures. Les prix des produits de première nécessité, connaissent, galopent chaque jour. La situation devient intenable, les gens ne mangent plus dans le quartier. Beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école cette année, ce qui fait que facilement ils sont manipulables par les forces obscures. Je crois que le président n'a pas encore le temps de faire ces consultations, il les a faites.
avec Onemwanda Nsemi, il avait commencé par les consultations. Donc avant le dialogue du camp Tchadji, il avait d'abord commencé par les consultations. Enfin, on est allé au dialogue de camp Tchadji, et après il y a eu ces dialogues ici. Mais je crois au regard de la masse d'informations que là, on doit aller de l'avant. Je crois que c'est une pure distraction, une pure diversion qui recule le pays au lieu que nous puissions avancer. Je l'attends vraiment comme père de la nation. Eddie Kamiki, est-ce que vous comprenez le non-refus de Félix Tshisekedi, de Bazaïba, le refus ou le non? En fait, oui, le refus. Le refus de Tshisekedi, de Félix Tshisekedi, d'Eve Bazaïba, de ne pas aller à la rencontre du chef de l'État. Et pourtant, lui, il dit, il est là, il est ouvert, il veut écouter tout le monde. Madame Paulette, je pense qu'à leur place, à la place de Félix Tshisekedi et Bazaïba, je ferai pareil. Pourquoi? Je n'irai pas à ces consultations-là. C'est une consultation de trop. Une consultation, pour moi en tout cas, qui n'a pas son pesant d'or. Pourquoi? Mais parce que le président de la République a toutes les réponses aux préoccupations du rassemblement, aux préoccupations des F. Bazaïba. L'accord de la Saint-Sylvestre est bloqué que sur 2 points, il a dit 2%. Le président du CNSA et la nomination du Premier ministre. Le président le sait très bien. Et maintenant, il consulte pour découvrir quoi de nouveau. Il sait très bien que le rassemblement ne voudrait pas donner 3 noms. Lui, au travers ses délégués, demande 3 noms au rassemblement. Alors, les consultations servent à quoi? Moi, je pense que la solution que le président de la République voudrait trouver après les consultations, il aurait dû le trouver à la SENCO, à travers ses délégués à la SENCO. Lorsque les évêques sont allés faire rapport au président sur le blocage, le président a dit que je ferai de mon mieux pour trouver la solution à ces problèmes. Mais le commun des mortels se pose la question. Qu'est-ce que le président fera pour trouver la solution à ces problèmes qu'il n'a pas pu faire lorsque ses délégués, les délégués répondent de lui, lorsque ces délégués étaient à la SENCO? La question reste posée. Voilà pourquoi moi j'estime, quand bien même Félix Tshisekedi avait demandé à son temps de voir le président de la République, qui a été refusé d'ailleurs. Il a été refusé, je crois que c'était le 16 mars, pour des raisons que oui, simplement pour la simple raison que le président avait également reçu la lettre du rassemblement de Guinée, le président s'était retrouvé dans l'embarras de ne pas savoir quel rassemblement il allait recevoir. Alors, voilà pourquoi je dis que maintenant que le président de la République reçoit tout le monde, on ne sait pas quel rassemblement il le reçoit, alors que tout le monde sait qu'il n'y a qu'un seul rassemblement avec Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi. Le président reçoit d'autres personnes avec le même titre de rassemblement, et bien ça pose confusion. Mais moi je l'avais suivi les discours du président. Mais ça n'a pas été consensuel, ça n'a pas encore réuni le consensus. Vous sentez toujours qu'il n'y a pas la volonté d'avancer. Oui, Jean-Jacques, nous allons clôturer par vous. Je pense que le refus de Félix Tshisekedi lorsque moi personnellement, j'ai toujours dit à la population congolaise que l'opposition est complice de la situation dans laquelle se trouve ce pays, c'est avec raison. C'est Joseph Kabila qui a confié la mission aux évêques. Ces derniers sont revenus vers lui pour lui dire que nous n'avons pas pu trouver un compromis au sujet, exactement, sur 2 points essentiels. Il leur a dit, il leur a promis de se battre seul pour essayer d'aplanir ces divergences. Comment va-t-il aplanir les divergences s'il ne sait pas d'écouter les différentes composantes qui ont pris part au pouvoir? Mais il a donné les orientations à ses délégués. Je vous en prie. Non, il faut qu'il écoute chacun. On a dit qu'il y a 2 problèmes. La nomination du Premier ministre et le CNSA. Le CNSA, le problème se trouve à quel niveau? La personne désignée, Pierre Lumbi, ne fait pas l'unanimité. Alors, qui ont fait que Pierre Lumbi ne fasse pas l'unanimité? C'est parce qu'il y a division, même si vous ne l'acceptez pas, au sein du rassemblement. Il faut qu'il entende les 2 parties. Pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre d'accord pour que l'on accepte celui que vous avez désigné? Ok, si ce n'est pas lui,
qu'est-ce que l'on peut désigner? Au sujet du Premier ministre, je pense qu'il n'y a plus un problème, parce qu'il l'a dit lui-même, les évêques l'ont dit, que le chef de l'État a dit que le Premier ministre viendra du rassemblement. Mais quel rassemblement? C'est ça le... Mais c'est ça le problème. Maintenant, aujourd'hui, le rassemblement, elle limité, dirigé par Félix Tshisekedi, devait accepter d'aller auprès de Joseph Kabila, auprès de qui, bien sûr, ils ont sollicité l'audience il y a peu. Lorsque, la semaine dernière, on a appris qu'Obé Minakou, Chadari faisaient des consultations, le rassemblement a dit nous n'irons pas là-bas, nous attendons que Kabila nous reçoive. Et maintenant, Kabila vous envoie, à travers son poteau, vous envoie une invitation, vous dites on ne part pas. Qui bloque? Ce n'est pas l'opposition qui veut que les choses tardent. Je vais vous faire une révélation, peut-être pas une révélation, mais c'est ce que je vois déjà. On va connaître ce que nous avons connu à Sun City. Comment dire? Nous aurons un gouvernement sans ceux qui se disent IDPS original. Nous aurons un gouvernement sans le G7. Et ces derniers vont continuer maintenant à faire leur opposition. Et ça va empêcher la tenue des élections aux dates prévues pour qu'on ait encore un autre dialogue en 2018, ainsi de suite. Je reprends de c'est la faute à l'opposition. Non, mais c'est la classe politique est habituée à vivre dans la complicité. Ils savent ce qu'ils font. Heureusement, madame. Et tout ça, c'est la population qui est coupée dans la misère. Ils n'ont jamais pris part, ils n'ont jamais pris en compte les biens de la population dans leur combat. Voilà, ils savent ce qu'ils font. Madame. Et ils savent aussi qu'en 2017, il n'y aura pas d'élection. Même si c'est Félix qui est Premier ministre, ils savent, ils se sont dit qu'il n'y aura pas d'élection en 2017. Okay, oui. Heureusement, madame, que Jean-Jeff Mwanza vous a dit que c'est une révélation et qu'il a participé à la conférence. Moi, j'ai dit que j'ai participé à ça. Une révélation, il a fait cette révélation. Voilà comment le gouvernement s'est comporté. Il s'agit ici d'une complicité de l'opposition. Il n'y a pas de complicité. Que l'Assemblée elle mettait fait. Ils ont peur. Non, ils ont peur de gérer. L'INDEPES Félix Tshisekedi c'est que même s'ils sont à la primature, ils ne seront pas en mesure d'organiser les élections. Voilà pourquoi ils sont en train de je finis d'abord. Non, moi je ne vous ai pas arraché la parole. La parole m'a été accordée. Nous sommes à la fin. Uniquement, le problème c'est quoi? La Kabylie ne veut pas qu'on aille aux élections. Parce qu'elle sait. Et l'opposition, pas l'opposition. L'opposition, c'est que on a fait des concessions. On a fait des concessions pour dire le président, vous restez pendant une année, mais le gouvernement est dirigé par quelqu'un qui vient du rassemblement. Mais le président de la République refuse. Il crée des divisions comme on a fait, le débauchage et ainsi de suite. Et c'est de cette façon qu'on veut que les choses avancent. Je crois qu'il y a vous êtes mis d'accord sur le rassemblement. C'est la fin. Merci en tout cas. Je crois que notre pays a toujours des sujets passionnants. Merci en tout cas. Le temps qui nous a été imparti est terminé. Merci à Joël Cadet d'Impact News. Merci. En tout cas, merci à Eddy Kaniki. C'est surtout à notre ami qui a démontré qu'il participe à ce merci à Jean-Jeff Mwanza. Vous n'avez pas la vérité. Merci qu'il n'y aura pas d'élection. En tout cas, on peut résumer en quelques mots pour Jean-Jeff Mwanza. En tout cas, les responsabilités sont tout à fait partagées entre l'AMP et l'opposition. C'est cette classe Jean-Jeff Mwanza, Joël Cadet nous dit la faute c'est à la majorité présidentielle. Eddy Kaniki même. Donc voilà, c'est ça la beauté de WebPress. Chacun défend en tout cas ses points de vue tout à fait librement. Et soyez-en sûrs, chez nous, on ne coupe pas. Hein. Chez nous, on ne coupe jamais les extraits. Voilà, mesdames et messieurs, le temps qui nous a été imparti est terminé. Merci en tout cas à tous mes confrères qui ont répondu présent. En tout cas, Joël Cadet d'Impact News, Eddy Kaniki, Jean-Jeff Mwanza. Nous pouvons résumer un tout petit peu. Les responsabilités, selon les uns les autres, sont partagées. Jean-Jeff Mwanza l'a dit, majorité présidentielle, opposition, la faute est partagée. Joël Cadet, non, la faute, la principale, en tout cas, responsable de cette situation, c'est la majorité présidentielle.
Eddie Kaniki même. Voilà, c'est la beauté de WebPress. Chacun défend ses positions. Et je vous précise, en tout cas, à Congo Web, on ne coupe pas. Il n'y a pas de ciseaux d'or ici chez nous. Voilà, c'est la liberté d'expression que nous octroie Gabriel Chabani. Merci à Alain Bolikango, à Jacques Piana à la régie. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Et une précision de taille, je le dis toujours, les erreurs du passé nous aident à nous relever et à voir plus haut, à viser plus haut. Tous les journalistes ici présents sont membres de Presse pour le Progrès. Tic-tac, tic-tac, et à bientôt. On se retrouve le mercredi prochain. Inch'Allah.